Je vous propose dans ce dessous des cartes de faire connaissance avec la Côte d'Ivoire, en croisant histoire longue et histoire récente, en rappelant les origines de la grave crise que traverse ce pays, et puis enfin en essayant de voir où en est la situation en ce début 2008. La carte d'identité habituelle du pays, c'est ceci. La Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest, elle ouvre sur le golfe de Guinée par le port d'Abidjan. Le pays fait 322 000 km², soit à peu près l'Allemagne, et il a 18 millions d'habitants. Et aujourd'hui, on découvre désormais un État divisé en deux parties. Avec au sud une zone dite gouvernementale, où résident les représentants de l'État et l'essentiel des investissements et des forces économiques. Au nord, on a une zone dite rebelle, conquise en septembre 2002 par quelques milliers de mutins de l'armée ivoirienne. Ils sont basés dans la grande ville de Bouaké. Et entre les deux camps, on a une zone tampon avec 10 000 hommes sous mandat des Nations Unies, dont 6 500 soldats français. Alors comment est-on arrivé à cette partition de la Côte d'Ivoire? Voici tout d'abord les 4 grandes familles linguistiques de la Côte d'Ivoire et leur extension régionale. La famille des langues krou, celle des mandés, les langues voltaïques et la famille des langues kwa. La langue, c'est une partie de l'identité. On a donc là une appartenance historique, un fond culturel. Et les quelques 60 ethnies habitant ce pays se rattachent à ces groupes linguistiques. Au centre et au sud-est, on trouve les peuples héritiers des royaumes Akan qui dominaient la région au XVIIIe siècle, notamment le peuple des Baoulés. Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, était un Baoulé. Au centre-ouest et au sud-ouest, on trouve les Krou et les Bété. L'actuel président, Laurent Gbagbo, est un Bété. Dans la partie nord-nord-est du pays vivent les peuples voltaïques comme les Sénoufos et les peuples mandés comme les Yakuba et les Gouro, les Malinké, les Dioula. Les Dioula sont un peuple de commerçants qui, en se déplaçant, ont contribué à la diffusion de l'islam parmi les peuples des savanes. Regardons maintenant quelques cartes politiques. La France pénètre l'Afrique de l'Ouest vers le milieu du XIXe siècle. Elle forme peu à peu un ensemble administratif, l'Afrique occidentale française, et cette AOF aura des frontières à peu près stables de la conférence de Berlin de 1885, ce qui fixe les zones d'influence européenne sur le continent africain, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Dans cet ensemble, la colonie de la Côte d'Ivoire se développe avec des exploitations forestières, les plantations de cacao, de café, et le Sud devient une sorte de front pionnier qui va massivement attirer la main-d'œuvre. Les Baoulés viennent du centre du pays, les Bété de l'ouest, les Mossi, les Dioula émigrent depuis la Haute-Volta, et cette immigration est nettement orientée en fonction du développement et des besoins de main-d'œuvre au Sud. La rationalisation économique entraîne même des adaptations administratives. Regardez, sur cette carte de 1933, on constate que la France supprime la colonie de la Haute-Volta pour intégrer la partie, avec Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, à la Côte d'Ivoire. Elle crée une entité administrative nommée Haute-Côte, ce qui fait qu'avec ce changement de frontière, on peut se demander quelle nationalité ont les enfants nés entre 1933 et 1947 dans cette grande Côte d'Ivoire. Sont-ils ivoiriens ou Dioula ou bien de Haute-Volta, dont le territoire réapparaît en 1947, donc il serait alors burkinabé? Eh bien, on est là aux sources du malentendu actuel sur l'ivoirité. La Côte d'Ivoire accède en 1960 à l'indépendance. Félix Houphouët-Boigny va renforcer le mode de développement économique légué par la métropole, exportation de café, de cacao, de bois, maintien de liens étroits avec les entreprises françaises, mais aussi intégration de ces migrants avec le droit de vote, l'accès aux services publics et l'accès à la terre. La Côte d'Ivoire devient le premier producteur de cacao au monde, le 4e pour le café, le premier producteur de caoutchouc du continent africain. Elle est la 3e puissance économique du continent après l'Afrique du Sud et le Nigeria. C'est ça qu'on avait appelé le miracle économique de la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi le pays entre-t-il en crise dans les années 80? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. D'abord, un seul parti au pouvoir.
Ensuite, un certain désengagement de la France, mais surtout la chute des cours du cacao et du café, d'où un fort endettement du pays. Alors la mort d'Houphouët-Boigny survient dans ce contexte en 1993. Son successeur, Conan Bédier, qui est aussi d'ethnie baoulé, va alors développer un discours qui fabrique une idéologie de l'exclusion, un discours sur l'ivoirité qui transforme les quelques 30% d'étrangers qui vivent dans ce pays, en particulier les Dioula, en boucs émissaires. Alors en modifiant les règles du Code de la nationalité, il évince ainsi son principal rival politique, Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre de Houphouët-Boigny. Ouattara est soudainement présenté comme un étranger de nationalité burkinabé, donc il devient inapte à briguer la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Eh bien, cette différence ethnique fictive est fabriquée pour de seules raisons politiques. Et cette lutte pour le pouvoir va conduire à des affrontements entre partisans et opposants de Ouattara, puis entre Ivoiriens et Burkinabés. Ouattara est de nouveau exclu de la présidentielle d'octobre 2000, et c'est finalement le vieil opposant à Houphouët, Laurent Gbagbo, qui est élu, mais mal élu, avec 63% d'abstention. Alors le mouvement militaire des rebelles de septembre 2002 veut renverser Gbagbo. Il vient confirmer la division du pays, puisque les mutins prennent la moitié nord de la Côte d'Ivoire. Ils s'installent à Bouaké et Korogo. Leurs chefs réclament des élections non truquées, non fondées sur des critères ethniques inventés et des élections ouvertes ainsi à tous les candidats. La France tente alors deux mouvements. Elle organise en janvier 2003 une conférence qui réunit les belligérants, qui signent les accords de Marcoussis, qui doivent ouvrir à un partage du pouvoir. Et sur le terrain, elle envoie une force de quelques 6000 hommes, sous mandat des Nations Unies. C'est ce qu'on appelle l'opération Licorne, que l'on voit déployée ici, sur la zone qu'on appelle zone de confiance, et qui a pour but de séparer les deux camps et d'éviter l'extension du conflit. Parce que si on regarde maintenant une carte régionale, on constate que la crise en Côte d'Ivoire se développe au contact de la zone d'instabilité de l'Afrique de l'Ouest. La Sierra Leone et le Libéria, directement voisins, sortent à peine d'une longue période d'instabilité, plus une période de guerre, et certaines milices qui viennent du Libéria soutiennent soit le camp des rebelles, soit le camp de Gbagbo, et sont désormais présents en Côte d'Ivoire. Cette crise ivoirienne touche en fait à des questions tout à fait centrales. Question de l'intégrité territoriale d'un État africain, donc celle d'une nation. Question sur qui est citoyen et qui ne l'est pas dans ce pays. La crise a également un impact sur les marchés du cacao et sur les investissements, notamment français, et donc bien sûr sur la stabilité régionale. Alors est-ce que la paix est maintenant une option dans ce pays ? En tout cas, le chef des rebelles, Guillaume Soro, et le président Gbagbo ont signé un accord de paix en mars 2007, et la Côte d'Ivoire a commencé en décembre dernier à démanteler la zone de confiance qui coupait ce pays en deux depuis 2002. Alors cet accord de paix ne suffira pas à lui seul à recoudre la société ivoirienne, qui est désormais profondément divisée, ni non plus les élections présidentielles qui devraient finalement avoir lieu au mois de juin 2008.